si on en arrive plus précisément sur l'intervention. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a créé un triangle d'intervention. Dans ce triangle d'intervention, on a senti le besoin de bien systématiser les étapes du processus d'intervention dans l'Alliance Famille. Donc, dans un premier temps, quelqu'un, soit de la direction de la protection de la jeunesse ou de la pédopsychiatrie ou un partenaire du réseau communautaire, nous fait une demande. Nous ne prenons pas des demandes sur papier. Nous travaillons avec des gens. Donc, ce qu'on fait pour une première rencontre, c'est une première rencontre avec cette personne référente. Nous voulons à ce moment-là connaître quel est le vécu de cet intervenant ou de ce système d'intervention avec cet adolescent, cet enfant ou cette famille. Nous voulons aussi partager nos représentations mentales, c'est-à-dire comment on voit le développement des gens, leurs difficultés. Et c'est dans ce partage des représentations mentales qu'on va trouver un terrain commun et qu'on va commencer déjà à penser quels seraient les objectifs qui seraient réalisables, désirables, hein, et acceptables pour tel enfant ou pour telle famille. Donc, nous avons déjà une première rencontre pour travailler en partant la collaboration. Et nous prenons bien soin de dire que la personne référente, puisqu'elle agit la contrainte, mais ça sera la personne qui aura cette autorité dans le système d'intervention, qu'elle aura un rôle central. Donc, quand nous serons en difficulté avec la famille, nous allons nous adresser à ce pivot qui est le référent. Quand la famille sera en difficulté avec le système d'intervention, s'il y a lieu, il pourra se référer au pivot. Mais toute communication va nécessairement passer par eux. Et c'est eux, dans un premier temps, qui vont assouplir les conditions de la garde, les conditions du placement, de façon à ce qu'on puisse commencer à faire notre travail. Par moments, cet assouplissement-là va s'étendre. À d'autres moments, ça va être un durcissement des mesures parce que ça devient nécessaire. Mais tout passe de façon centrale par le référent. Pourquoi on veut ça? C'est qu'on veut que ce rôle-là est essentiel, mais aussi on veut éviter une forme de... J'ai seulement le mot anglais, là, on va le corriger, mais c'est le dumping. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous réfèrent et ils disparaissent dans la brume. C'est-à-dire ils se déchargent des familles. Nous, on a besoin de ces pôles-là, on veut travailler et cette collaboration est essentielle. Donc ça, c'est la première rencontre. La deuxième rencontre se veut une rencontre entre le référent, l'équipe d'Alliance Famille et la famille. Et là, à ce moment-là, il faut dire que souvent, les familles sont en difficulté avec les personnes qui vont les contraindre. Mais nous, on veut que la famille voit clairement que nous ne faisons pas de cachette, que nous travaillons de façon collaborante avec les systèmes de référence. Mais aussi, on veut essayer durant cette rencontre de partager ces représentations mentales, mais surtout s'entendre sur les objectifs de l'intervention. Puis on fait toujours un saut dans le futur en disant quelle sera la situation quand le problème ou les problèmes seront réglés, parce qu'on veut d'une part créer de l'espoir, mais on veut aussi faire en sorte que les objectifs soient clairs et précis et qu'il y ait une fin à l'intervention. Il y a des systèmes d'intervention pour lesquels souvent il n'y a pas de fin. Donc ça, pour moi, c'est problématique parce que ça nourrit la dépendance des familles et des clients, ce qui ils consultent pour un problème de dépendance. Mais surtout, c'est que ça leur donne jamais l'occasion de dire « j'ai réussi, j'ai vécu un succès, j'ai réglé ce problème-là. » Et on sait, vous et moi, qu'on ne règle pas une vie en 6 mois. Quand on a rencontré nos objectifs, qu'on a mis fin à la situation de compromission. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, on va refaire des changements sur nous, mais c'est jamais tout d'un coup. Mais on voulait que s'entendre, puis que ça soit clair, que quand les problèmes sont réglés, bien, on met fin au système d'intervention. Donc ça, c'est la deuxième rencontre. Ensuite, ça va mettre place à les prochaines rencontres, qui sont les rencontres d'observation. Okay? Il faut dire que mon équipe travaille toujours à 2, en co-intervention ou en binôme, comme ils disent en France. Pourquoi? Parce que je veux que les gens se sentent
solidaire face à une intervention. Travailler avec une famille difficile, on a eu rarement trop de deux, mais surtout, c'est que ça leur permet des représentations différentes. Un homme, une femme, comment ils voient, et ça, c'est une recherche de la complexité. Et cette complexité est nécessaire. Malheureusement, dans beaucoup de systèmes, on recherche à des situations complexes des situations simples. Et il n'y a pas de situation simple. Nous recherchons des visions beaucoup plus complexes, qui vont faire en sorte qu'on va amener des réponses, qui vont prendre peut-être un peu plus de temps à mettre en place, mais qui vont s'attaquer à la source. Donc, les gens travaillent toujours en binôme, se déplacent à la maison. C'est un avantage de l'Alliance Famille, c'est de se déplacer dans les milieux de vie des gens. Donc, souvent à la maison, des fois, ça peut même être au restaurant, mais souvent, ça va être aussi dans les milieux de réadaptation. Et à ce moment-là, on commence les périodes d'observation qui vont tourner autour de 3 à 4 rencontres de 50 minutes, où là, la consigne, c'est qu'on demande à la famille d'agir comme si on n'était pas là. Sur le plan théorique, dans les faits, c'est une prescription de non-changement. Après des années ou des mois où on les a forcés à un changement, nous, on leur dit ne changez rien pour commencer. On essaie d'assouplir. Mais surtout, c'est qu'on veut observer de quoi ils en retournent réellement quand ils sont en famille, et comment ça se joue. Et là, c'est les parents qui vont choisir les moments de l'intervention, de l'observation à la maison. Donc, ils vont choisir, certains parents vont dire venez au coucher, avec les plus jeunes, c'est plus difficile. Certains vont dire venez au repas, nous, les repas, c'est compliqué, il y a de la chicane. Il y en a que c'est au lever. Donc, c'est les parents. Donc, j'ai même vu des situations où les intervenants, à 5 heures du matin, se rendaient dans les familles pour aller observer le lever. Il y a eu une situation un peu cocasse aussi où une mère disait « Mais là, je comprends pas, ça fait 2 fois que vous venez le matin et vous êtes là et tout se passe bien. » Et c'est parce qu'ils savent que vous êtes là. Est-ce que vous accepteriez de vous cacher? Et là, donc, j'ai 2 intervenants cachés dans un garde-robe et qui sont là à écouter puis à observer par un petit trou comment la marmaille va se lever. C'est une situation un peu cocasse, mais ils sont prêts à aller jusque-là. Donc, aller à la rencontre de ces clients qui souvent manquent beaucoup de rendez-vous, déjà facilite les choses, mais ils ont vraiment le sentiment qu'on voit les vraies choses et non ce qui se passe dans une situation artificielle qui est le bureau de consultation. Après 3 à 4 rencontres où là, les intervenants ne disent rien, n'interviennent pas, ils vont le faire de façon exceptionnelle. Lorsqu'il y a des familles qui sont peut-être un peu plus anxieux ou certains parents qui ont besoin de feedback immédiat, à la fin de l'observation, ils vont leur donner un feedback court, concret sur ce qu'ils ont vu. Mais essentiellement, les gens les familles trouvent un peu particulier d'être observés de cette façon-là, mais ils arrivent à s'y faire, ils les oublient à un moment donné, les intervenants, comme on oublie la caméra à un moment donné quand on est filmé. Après ces observations-là, les intervenants reviennent après 4 rencontres au bureau, et là, ils vont écrire un rapport d'observation. Donc, ce n'est pas un rapport d'évaluation, c'est un rapport d'observation, où là, ils vont relater de façon concrète. Nous avons vu le jeune Steve faire une crise à 6 heures le matin, ou nous avons vu qu'il est parfois difficile de communiquer ou de créer Donc, sur des éléments, des observations très concrètes. Et là, ils vont le faire selon nous, notre propre système d'évaluation qui nous a été inspiré par Guy Oslos, mais qu'on a opérationnalisé, c'est-à-dire les fonctions familiales. Essentiellement, il y a 6 fonctions familiales. On va dire qui sont en 2 systèmes. Les fonctions logistiques, donc tout ce qui a trait à l'organisation familiale, et un système plus relationnel, donc qui traite des relations entre les différents membres. Dans les fonctions logistiques, la première fonction, c'est la programmation. La programmation, ce sont
comment s'organise le vécu familial. Hein? Comment on prévoit les soupers, qui s'occupe de mettre la table, ce genre de trucs. Hein? Nous avons tous une organisation familiale. Et chez certains, parfois, c'est un excès d'organisation, c'est-à-dire que tout est tellement organisé qu'il n'y a plus de place pour avoir du plaisir ou être en relation. Et on a d'autres que tout c'est relativement chaotique. Okay? Donc, on évalue les choses sur un continuum. Hein? Un excès d'organisation ou un manque d'organisation. Et ça va teinter éventuellement les interventions qu'on va proposer à la famille. Donc, ça, c'est la partie organisation. La deuxième fonction logistique, c'est le pilotage. À savoir, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que ce sont les parents qui pilotent la famille? Est-ce que c'est un membre du couple parental qui pilote? Est-ce qu'il porte tout sous son dos alors que l'autre est en train de lire son journal? Des fois, il y a des difficultés dans le partage du pilotage. Mais aussi, souvent, c'est que ce sont les enfants qui pilotent la famille. Hein? C'est selon leur comportement. C'est ce qui va dicter ce qui va se passer dans la famille. Et donc, vous comprenez que ça, on ne souhaiterait pas qu'on va dans le sud, que ce soit l'hôtesse de l'air qui pilote l'avion. On veut bien que ce soit le vrai pilote avec ses compétences. Donc, on ne veut pas non plus que les enfants pilotent la famille. Donc, ça va nécessiter certains réajustements. La dernière fonction logistique, c'est le contrôle. Le contrôle, encore là, on voit dans certaines familles où c'est un excès de contrôle et d'autres c'est un manque. Ça, c'est une fonction assez facile à évaluer. Mais en dépendance, nous, on voit surtout les excès. Donc, des familles très rigides ou des familles où tout le monde peut faire un peu n'importe quoi. Donc, ce qu'on cherche toujours dans les fonctions, c'est essayer d'équilibrer. Dans le fond, on veut suffisamment d'organisation, un bon pilotage, puis suffisamment de contrôle pour le bien vivre ensemble, mais on veut aussi qu'il y ait un équilibre dans ces fonctions pour que chacun puisse trouver sa place, chacun puisse s'exprimer, puis se développer. L'autre système, qui est le système relationnel, là, vous allez comprendre que quand le système logistique pose problème, nécessairement, ça va influencer le système relationnel, ou quand le système relationnel pose problème, ça va influencer. Donc, ils sont en inter-influence. Dans ce système relationnel, la première fonction, c'est la communication. Donc, comment les gens communiquent. Hein? Est-ce qu'on se crie après, ou est-ce qu'il y a une absence de communication? Il y a des gens qui vivent dans la même maisonnée, ne mangent jamais ensemble, et se communiquent seulement l'essentiel, même pas l'essentiel, c'est-à-dire juste l'organisation domestique. Donc là, il y a souvent un déficit au niveau de la communication. Souvent, il manque de moments pour communiquer ensemble. Et à d'autres moments, bien, on a des modes de communication qui sont blâmants, la critique, des types de communication qui sont plus violents. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose que les systèmes d'intervention arrivent assez facilement à reconnaître. Hein. On cherche encore là l'équilibre. La deuxième fonction, c'est la distance. Est-ce que les gens sont suffisamment séparés ou on est dans des cas où les gens sont trop proches? Hein? Un enfant qui est trop proche de sa maman va avoir de la difficulté à prendre confiance en lui, à aller à l'école. Des fois, il faut arriver à distancier les gens pour que les enfants ou que les parents puissent se développer. Ou des fois, c'est des excès de distance. Un point tel que il y a un manque carré de loyauté. C'est-à-dire que la jeune sœur peut se faire avorter, le frère s'en fout, les parents ne se sentent pas concernés, les parents n'ont pas supervisé. Donc, on est dans l'ajustement de cette distance. Hein? Et l'ajustement de cette distance-là suppose qu'il soit adapté aussi à l'âge des enfants. On doit être plus proche et dans une plus grande supervision quand on a des jeunes de 3 à 4 ans, qu'on sait qu'ils peuvent mettre la main sur le poêle, qu'ils peuvent aller courir sur le boulevard, des trucs comme ça. On a un plus grand besoin de supervision. Mais si on a le même taux, la même proximité, le même taux de supervision avec un adolescent de 15 ans, alors, il y a un risque à ce moment-là qu'il y ait des affrontements. Donc, il faut essayer d'avoir ce sentiment d'être suffisamment proche, suffisamment loyal. Hein? Et ça, pour moi, cette distance, qu'elle est juste,
créer un filet de sécurité affective pour l'adolescent. Hein. Savoir, même s'il ne le voit pas, il ne discute pas des grosses discussions à tous les jours avec son père ou sa mère, mais de savoir qu'ils sont là, qu'il peut se fier sur eux, puis qu'il peut aller explorer à l'extérieur, faire ses expériences, mais savoir que ses parents sont là s'il a besoin, c'est une base de sécurité. Donc on comprend que dans la distance, il y a aussi la question de l'attachement. Et la dernière fonction relationnelle, c'est la mémoire. La mémoire, on s'est rendu compte, nous, qu'il y a des familles qui vivent dans le passé. C'est-à-dire que, comme si le temps était arrêté. Il n'y a plus eu de développement depuis que le père est décédé. Depuis que le petit dernier a été placé. Donc, là, on va parler d'un excès de mémoire. Hein? Et là, on peut voir le champ où les parents, ayant vécu des difficultés dans leur propre histoire, vont parler de ces trucs-là à leurs enfants, comme si, parce qu'eux ont vécu de l'intimidation en 72, sont convaincus que leurs enfants vont en vivre. Ils ont vécu un divorce difficile en 82 et que leurs enfants doivent faire attention dans leur relation amoureuse. Là, on parle d'un excès de mémoire, c'est-à-dire que le temps est figé. J'ai été surpris un jour à une conférence où une jeune femme est venue me dire, vous savez, je n'avais pas réalisé, mais ça fait 17 ans que mon frère s'est suicidé et à chaque fois que je rentre chez mes parents, ses bottes sont encore dans l'entrée. Là, on est dans un temps figé, où il n'y a plus de possibilité d'évoluer, de se développer. Donc ça, c'est l'excès de mémoire. Mais on voit aussi que dans les familles précarisées, c'est qu'il y a un manque de mémoire. Et ce manque de mémoire, on se dit souvent quand on est intervenant, mais ils n'apprennent pas. Hein? C'est comme s'il n'y avait pas les mécanismes de transmission d'une génération à l'autre, hein, autant sur le plan horizontal que vertical, qui fait en sorte que les mêmes difficultés se répètent. Et là, on le voit, nous avons des parents à Alliance Famille qui eux-mêmes ont été placés, et là, ils souffrent de voir leurs enfants placés. Et comme s'il n'y avait pas eu d'apprentissage d'une génération à l'autre. On va voir des gens qui revivent les mêmes difficultés. La dame qui est violentée par un conjoint, qui, à force de courage, réussit à le quitter. Et on retrouve un, et celui-là, ben, il la violente aussi, mais heureusement, lui, il ne frappe pas. Mais on est dans ces patrons relationnels, ces histoires qui se répètent. Et vous savez, quand ces patrons relationnels se répètent, quand il n'y a pas d'apprentissage, c'est des coûts émotionnels, mais sociaux et financiers importants. Quand on voit que sur 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants ont été placés, c'est une quantité importante. Et je pense qu'il faut pouvoir aider ces gens-là à faire des apprentissages, à faire en sorte qu'ils vont être en mesure d'offrir cette affection, cet encadrement, cette supervision, hein, ce lien fort avec leurs enfants qui va faire en sorte que leur développement ne seront pas compromis. Mais parfois, c'est difficile dans une vie de reconnaître l'affection et de prendre l'amour de quelqu'un quand on en a peu connu. D'en faire la démonstration quand notre propre parent nous a offert très peu de ces gestes-là. Donc, c'est encore là, dans ce lien développemental fort, que va se créer la possibilité de faire face à ces répétitions intergénérationnelles. Donc, ça, c'est la question d'évaluation. Une fois que l'évaluation est pondue, elle est lue par les intervenants, elle est lue par les secrétaires et elle est lue par moi, parce qu'on veut s'assurer que les mots qui sont choisis ne seront pas des mots qui vont brusquer les gens ou ils pourraient se sentir confrontés. Les mots confrontation, pour nous, ne font plus partie de notre vocabulaire d'intervenant, parce que nécessairement une confrontation, c'est un rapport de force. Et nous, on n'a pas vu comment les gens apprenaient à travers la confrontation. Donc, on s'assure que ce soit bien écrit, d'une façon qu'ils vont pouvoir le recevoir. Et là, ce rapport-là donc contient les observations, les pistes d'intervention fournies par les intervenants, hein, comment mettre fin
aux difficultés. Et parfois, les intervenants, quand ils vont sentir que le lien est déjà un peu fort, ils vont émettre des hypothèses. Des hypothèses que les clients, les parents peuvent effacer, peuvent valider ou dire non, moi je ne veux pas voir ça apparaître. Parce que vous savez, une très bonne hypothèse n'est pas nécessairement quelque chose qui peut être reçu de façon bienveillante. Donc on s'assure que dans la construction des hypothèses, encore là, ça vise à les aider à avancer encore un peu plus rapidement. Et la plupart des familles vont vraiment bien répondre à ces hypothèses-là. Et quand ils ne sont pas d'accord avec eux, on change, on l'enlève, c'est tout, et on a à ce moment-là le rapport final. Là, ça débouche sur, puisque les pistes d'intervention, c'est est-ce que la famille se reconnaît dans le rapport, est-ce qu'ils acceptent que les pistes d'intervention sont celles qu'ils ont besoin. À partir de ce moment-là, l'intervention réelle va commencer. Donc, on peut penser que ce processus-là va durer à peu près 1 mois, avec les familles qui se rendent disponibles. Et donc, quand les familles se rendent très disponibles, on peut faire les 2 observations semaine. En 1 mois, c'est bouclé. Il y a des familles pour qui l'organisation pose problème, donc se rendent disponibles. Ils sont là ou non au rendez-vous, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ça, sachez que, comme pour ces familles, ce qui pose problème, c'est la fonction programmation. On sait que quand on pointe une fonction, c'est ça sur quoi on va avoir de la difficulté, et souvent pour plusieurs mois. Mais nous, on s'est toujours dit que nous n'allions pas de nous-mêmes, à moins qu'il y aurait des trucs graves qui arriveraient, mais que nous ne mettrions pas fin à un processus d'intervention. Nous allons remettre en question, par exemple, des processus. Nous allons remettre en question des familles en disant, écoutez, nous, on est là, mais vous vous présentez pas, ou on vous offre notre aide, mais on ne sent pas les efforts de... Ça, on appelle ça des mises au point. Et habituellement, ces mises au point se font avec le responsable, en l'occurrence moi, au bureau. Et là, ça vise une façon de dire, on ferme votre dossier, c'est, OK, là, il faut aller plus vite, ou un peu plus fort comme investissement, ou peut-être qu'on n'a pas trouvé la façon avec vous de bien vous aider. Donc, c'est une remise en question, oui, de la famille, mais du système d'intervention pour donner un souffle. Et la plupart du temps, ce truc va fonctionner. Une fois que l'intervention se met en place. Donc, ce sont des rencontres qui, encore là, se déroulent à la maison. Donc, les intervenants vont utiliser différentes techniques des thérapies familiales, que sont la sculpture familiale, l'historiogramme, le génogramme, la mise en action. Ils vont utiliser parfois les thérapies du couple, parfois les thérapies familiales. Des fois, ils vont demander aux gens de faire des constructions qui représentent leur famille. Donc, ils utilisent, là, c'est vraiment l'aspect créatif, où là, on ajuste toujours d'une famille à l'autre. Une fois que les objectifs sont rencontrés, la dernière étape pour nous, qui est souvent une étape escamotée des services d'intervention, c'est-à-dire la séparation, on demande aux familles de choisir la façon dont ils souhaitent se séparer du service d'intervention Alliance Famille. Donc là, ils ont la possibilité des fois de soit créer un blason familial qui correspond à leurs valeurs familiales, qui inclut des photos des différents membres, comment ils sont liés, et ainsi de suite. C'est une façon. D'autres vont choisir de faire une sortie. D'autres vont choisir d'inviter les intervenants à un petit repas. Pour nous, ce qui importe, c'est qu'il ne faut jamais que ça coûte des sous pour la famille ou qu'ils font des choses qu'ils ne feraient pas habituellement. Donc, si c'est partager un repas familial qu'ils font déjà, ça, on se prête à ça, ça c'est vraiment bien. Parfois, même si nous qui allons payer la pizza, quand on sait qu'ils travaillent fort, puis financièrement, c'est un peu difficile. Donc, on peut faire ce genre de trucs-là. Mais c'est la famille qui choisit comment ils font la dernière rencontre. Et dans cette dernière rencontre-là, les intervenants ont écrit un rapport de fermeture, et c'est aux parents et à la famille d'écrire la conclusion de ce rapport. Ceci met fin à cette intervention. Ils seront rappelés éventuellement dans 6 mois pour voir est-ce que les gains qu'ils avaient faits dans l'intervention se sont maintenus, est-ce qu'ils ont encore besoin de quelque chose, et ainsi de suite. Et nécessairement, dans nos services, il y a des gens qui sont déjà des mécanismes qui sont là pour
vérifier l'efficacité de l'intervention, mais surtout la satisfaction de la clientèle. Donc, ces gens-là sont appelés. Donc, parler déjà les processus normaux. Mais après 6 mois, nous, on les rappelle pour dire ben, comment ça va, est-ce que ça tient toujours? Et là, c'est l'occasion de soit oui, ça continue, on est bien, ou on fait quelques rencontres de mise au point. Hein, un peu comme on fait une mise au point sur nos autos pour l'hiver. Ben, des fois, juste retravailler quelques trucs nous permet de redonner un souffle à ce qui avait déjà été acquis. Et voilà. Est-ce que Alliance Famille aide tout le monde? On aimerait bien. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Mais je voudrais pour l'ensemble des gens, avec la qualité des intervenants qui y sont impliqués, ils vont voir des changements significatifs.